Ben, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter les résultats de ce projet de recherche, puis je remercie le RQRD pour l'invitation. En fait, ça n'aurait pas pu mieux tomber. Le projet que je vous présente, c'est les résultats du projet de maîtrise de Dr. Delphine Casey, qui est chiropraticienne et qui faisait une maîtrise sous ma supervision. Elle a effectué son dépôt de mémoire là, la semaine passée, donc c'est vraiment le meilleur timing qu'on pouvait avoir. Donc, c'est vraiment un projet d'équipe, en fait. Donc, avant de vous parler du projet en tant que tel, je vais vous mettre un peu en contexte, parler un peu de la population canadienne vieillissante. Donc, en fait, actuellement, on estime qu'on est autour de 20% de la population qui sera âgée de 65 ans et plus. Toutefois, lorsqu'on regarde la génération actuelle là, qui est autour de 20 ans, quand elle va être rendue autour de 65 ans, on va davantage avoir une estimation d'être du tiers de la population là, qui va être âgée de 65 ans et plus. Donc, c'est vraiment important de mieux connaître, de mieux évaluer c'est quoi les approches qui sont adaptées pour prendre en charge justement les patients vieillissants qui ont des douleurs chroniques ou des douleurs aiguës. Je parle d'un âge depuis tantôt de 65 ans, mais en fait, j'aime pas du tout voir l'âge comme le vieillissement comme étant un âge strict. C'est pas vrai qu'on est un adulte et que rendu à 65 ans ou 60 ans ou 70 ans, on tombe un adulte vieillissant. Le processus du vieillissement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir sur un continuum. C'est multifactoriel, c'est multidimensionnel. Ça fait en sorte aussi que deux personnes qui ont la même âge, par exemple 65 ans, ne seront pas du tout au même endroit dans leur vieillissement. Ils vont donc pas présenter les mêmes facteurs de risque lorsqu'ils consultent un professionnel de la santé comme les chiropraticiens. Pourquoi je m'intéresse à la chiropratique et la population vieillissante? Il faut savoir que la chiropratique, on traite principalement là, les troubles neuromusculo-squelettiques, donc tout ce qui touche comme aux douleurs chroniques au niveau de la musculature, au niveau des articulations. Principalement, les gens vont consulter en chiropratique, que ce soit chez les adultes ou chez les adultes vieillissants. Ça va être les deux principaux motifs vont être ce qu'on appelle la lombalgie, donc les douleurs au bas du dos ou au dos, et les douleurs au cou, ce qu'on appelle la cervicalgie. En chiropratique, on peut traiter des gens de tous âges, que ça va du bébé naissant à l'adulte vieillissant, à la femme enceinte également. Les soins vont être adaptés à chacune des populations et en tenant compte justement des facteurs de risque de chacune des populations. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsqu'on vieillit, malheureusement, il y a davantage de personnes qui vont avoir des douleurs chroniques, comme on en a parlé, et donc des douleurs musculo-squelettiques, mais aussi l'impact de ces douleurs-là sur la capacité à faire les activités de la vie quotidienne ou à faire les activités au travail, bien, ça va avoir un impact beaucoup plus important. Donc, on a plus de personnes qui sont touchées, puis l'impact potentiel de ces conditions-là va être plus important. Donc, c'est une autre raison aussi de vouloir mieux connaître comment on peut offrir les meilleurs soins à la population qui vieillit. Je vous mentionnais que le vieillissement, c'est entre autres multidimensionnel. L'une des dimensions qu'on va tenir en compte en chiropratique ou dans les professionnels qui traitent le corps, souvent en touchant le corps, touchant les articulations, en travaillant les muscles, c'est la dimension biologique. Juste pour vous donner un peu d'exemple, on va avoir une diminution de la densité osseuse, c'est-à-dire de la solidité de nos os lorsqu'on vieillit. C'est un processus qui débute en fait dans la trentaine. Donc, dès la trentaine, on commence à perdre la solidité dans nos os. Ça se fait vraiment graduel, mais ça se fait déjà dans la trentaine. Chez les femmes, ça va s'accentuer avec la ménopause à la cinquantaine, et chez les hommes, ça va être davantage vers la soixantaine là, qui va avoir une accentuation de la perte de densité osseuse. Donc c'est sûr que si on a une perte de densité osseuse puis que nous on travaille avec le corps humain, bien, il faut faire attention à la force qu'on met sur les articulations, sur les os. On va aussi avoir une perte de la masse musculaire puis de la force des patients. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a une bonne association avec le fait que les gens deviennent sédentaires. Donc, plus la personne vieillissante est sédentaire, mais plus il va y avoir un processus de perte au niveau de la masse musculaire. Donc, encore une fois, c'est un facteur qui va être très variable d'un patient à l'autre.
On va voir aussi les articulations qui vieillissent. Donc, souvent, ce qu'on entend parler de l'arthrose, on l'a mentionné dans la présentation avant. Donc, l'arthrose, en tant que telle, va pas nécessairement être associée à de la douleur, donc ça va pas nécessairement créer de la douleur, mais ça va être important pour un clinicien d'en tenir en compte pour son plan de traitement, puis prévoir aussi l'évolution de la condition du patient. Finalement, une autre chose que je peux parler rapidement, c'est la présence de comorbidité. Donc, un patient qui vieillit vient avec un bagage, que ce soit ses historiques de santé, les maladies actuelles, les maladies qu'il y a eu dans le passé, la prise de médication, ses conditions cardiovasculaires, donc même la médication peut avoir des effets secondaires et tout. Globalement, tout ça fait en sorte que un patient vieillissant va venir consulter un professionnel avec des facteurs de risque qui lui sont vraiment uniques et on doit offrir les soins là, les plus adaptés en fonction de ces facteurs de risque. Malheureusement, à ce jour, les adaptations que réellement les chiropraticiens font dans leur pratique de tous les jours, ben, on a peu d'informations là-dessus. Fait que c'est ce qui nous a amené un peu à nous questionner à savoir, ben, c'est quoi vraiment qu'est-ce que les chiropraticiens font dans leur pratique lorsqu'ils traitent des patients vieillissants. L'objectif du projet de recherche que je vous présente, c'était donc d'aller vraiment chercher la perspective des chiropraticiens, leurs croyances et qu'est-ce que eux font dans leur pratique de tous les jours lorsqu'ils ont à traiter ou à évaluer un patient qui serait vieillissant. Pour atteindre cet objectif, on a fait ce qu'on appelle une étude qualitative. Donc, c'est une étude qui est basée sur des entrevues qu'on fait avec des participants. Donc, en fait, c'est Delphine, c'est l'étudiante qui a effectué tout le projet de recherche pour s'assurer qu'il y avait vraiment une standardisation là, entre tous les participants. Au total, elle a évalué 9 chiropraticiens, chiropraticiennes, tous pratiquent au Québec et tous rapportaient d'avoir quand même une bonne patientèle, donc beaucoup de patients qui sont considérés vieillissants. On leur avait proposé là, 50 ans et plus pour savoir que c'était une patientèle qui était vieillissante. Les chiropraticiens avaient une entrevue de 90 minutes de prévu avec l'étudiante, donc avec Delphine. En fait, un des bons points de la pandémie, là, ça a été que tout ce qui est en Zoom, comme aujourd'hui, ben, c'est beaucoup plus facile, les gens sont beaucoup plus à l'aise, donc ça a permis d'aller recruter des chiropraticiens un peu partout au Québec. Et il faut savoir aussi que Delphine est chiropraticienne elle-même, donc elle avait vraiment une relation qui était égalitaire, ce qui permet d'aller vraiment chercher une discussion avec le chiropraticien participant pour vraiment aller chercher de l'information qui serait très, très riche sur leur pratique, sur leurs croyances. Les chiropraticiens avaient aussi un questionnaire à remplir juste avant. C'était vraiment juste pour une mise en bouche, pour les permettre de réfléchir déjà un peu sur ce qu'ils voulaient discuter lors de l'entrevue. Je vous épargne les détails pour l'analyse. C'est toujours compliqué un peu les analyses du côté qualitatif. Globalement, les entrevues ont été enregistrées, retranscrites, et ensuite, il y a eu un codage qui a dû être fait pour sortir des grands thèmes et aller chercher ensuite l'opinion des chiropraticiens puis des phrases qu'ils avaient dit qui supportaient ou qui appuyaient chacune des opinions. Aujourd'hui, je vais me concentrer en fait sur 3 grands termes. Donc, premièrement, on voulait savoir, ben, c'était comment que eux, les chiropraticiens, définissaient c'est quoi un patient vieillissant. Deuxièmement, on voulait savoir comment ils adaptaient leur thérapie manuelle chez ces patients-là, donc leurs soins. Et finalement, on voulait aussi savoir mais pourquoi ils choisissaient ces adaptations-là. La première question, en fait, initialement, on s'attendait que cette question-là soit très, très courte dans l'entrevue, mais en fait, ça l'a occupé déjà une bonne portion de l'entrevue. On s'est rendu compte que, comme je vous mentionnais au tout début, ben, un patient vieillissant, ce n'est pas qu'un âge fixe. Donc, les chiropraticiens avaient vraiment à discuter, ben, eux, qu'est-ce qu'ils prenaient en considération dans les différentes dimensions d'un patient pour pouvoir évaluer où est-ce que le patient était dans son processus de vieillissement. C'est sûr qu'à un certain point, ils considéraient que oui, avec un certain âge, c'est sûr que c'est un patient qui vient avec plusieurs risques parce qu'il est rendu vraiment plus âgé. Mais même cet âge-là, c'était pas. Il y avait des incohérences, ben pas des incohérences, mais des différences entre les chiropraticiens. Certains pouvaient dire 65 ans, d'autres disaient 70 ans, par exemple. Puis juste pour vous mettre certains exemples, j'en ai mis des exemples sur chacune des dimensions, mais les chiropraticiens avaient tenant en compte entre autres de l'historique médical, mais aussi de la fonction cognitive, des habitudes de vie du patient, de ses conditions de santé actuelles et passées, par exemple.
Pour la deuxième question, les chiropratiques s'entendaient tous pour dire que la première chose qu'ils font lorsqu'un patient est dans son processus de vieillissement puis qu'il commence à avoir un peu plus de risque, on pourrait dire, pour le système musculo-squelettique, ce qu'ils allaient choisir, c'est d'utiliser des thérapies qui sont de force moindre que ce qu'ils utilisent actuellement comme manipulation vertébrale chez les adultes. Pour vous permettre de comprendre c'est quoi une manipulation vertébrale, si vous avez déjà consulté un chiropratique ou si vous avez déjà entendu parler qu'un chiro met ses mains sur le dos d'un patient ou au niveau du cou d'un patient, puis il fait une petite impulsion rapide, ben ça, c'est ce qu'on appelle une manipulation vertébrale. Parfois, c'est associé à un son, donc les chiros, ils craquent, souvent qu'on dit. C'est ce qu'on appelle une cavitation ou une tribonucléation en recherche, mais c'est ce phénomène-là qui est la manipulation. Ça se fait avec une certaine force. Donc, la première chose que les chiropraticiens nous disaient, c'est qu'ils allaient faire des manipulations, mais diminuer la force qu'ils allaient faire. Par la suite, s'ils jugeaient que la manipulation vertébrale était encore pour eux un peu trop forte, bien, ils allaient choisir d'autres thérapies comme la mobilisation qui est plus lente, qui est plus douce. Ils pouvaient utiliser des instruments pour assister à leur thérapie ou ils pouvaient utiliser des pièces de table, des tables qui sont modifiées avec des pièces mécaniques qui permettent, selon eux, d'être plus sécuritaires pour le patient. Et si finalement, ils décidaient que tout ce qui était articulaire était un petit peu plus à risque, ils allaient y aller plus avec travailler au niveau de la musculature. Ici, j'ai mis deux exemples. Donc, ce qu'on appelle des blocs pelviens, ce sont des blocs qui permettent de faire un peu un étirement des tissus doucement ou directement avec les mains, les pouces du clinicien pour travailler la musculature, par exemple. Sur la troisième question, donc à savoir pourquoi ils choisissaient cette adaptation-là, tout le monde s'entendait pour dire que la première raison d'adapter les soins, c'est la sécurité du patient. Donc, ils veulent offrir des soins sécuritaires et à défaut de savoir exactement c'est quoi la force qu'ils peuvent mettre sur un patient, savoir exactement ben, c'est quoi la densité des os puis à quel point ils peuvent appliquer une certaine force ou une certaine vitesse lors des traitements, mais ils allaient y aller vraiment du côté le plus conservateur possible dans leur traitement et à ce moment-là, ben, ils s'assuraient d'être le plus sécuritaire possible. D'un autre côté, ils le faisaient aussi pour diminuer leur propre stress par rapport à la sécurité du patient. Donc, comme clinicien, on veut toujours aider nos patients, on veut pas les blesser, bien sûr. Donc, oui, il y a toujours un stress de se dire, ben, si j'utilise la manipulation, c'est peut-être trop fort. Bon, je veux pas me stresser, puis je veux assurer la sécurité du patient, donc je vais adapter mes soins. Par contre, ce qui est vraiment ressorti à travers les entrevues, qui est super intéressant pour nous, c'est que la liste des adaptations que je vous ai présentées juste avant, moi, je les ai ordonnées, mais l'ordre, elle était très variable entre les chiropraticiens. Donc, quand on demandait quelle thérapie est la plus sécuritaire par rapport à une autre, ben, un chiropraticien pouvait dire la thérapie X par rapport à la thérapie Y, et le chiropraticien d'après inversait réellement l'ordre des thérapies. Donc, ça a vraiment venu nous questionner sur beaucoup de choses pour guider les recherches futures. Donc, en conclusion, là, le projet a amené beaucoup de questionnements et surtout, c'est un projet initial qui nous permettait justement de dresser un peu le portrait de ce qu'on sait des pratiques des chiropraticiens et pouvoir guider vers des projets futurs. Entre autres, l'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est j'ai une étudiante qui va amener un capteur de force dans les cliniques de chiropraticiens et va justement aller vérifier si réellement la force qu'ils utilisent chez les patients vieillissants est plus faible que celle qu'ils utilisent chez un patient adulte. Et on va pouvoir même comparer différentes thérapies dans les prochaines années. L'autre chose qu'on veut se questionner, c'est savoir justement si les chiropraticiens avaient tellement de différences dans leurs interprétations des facteurs des thérapies, de la sécurité des thérapies et de la définition d'un patient vieillissant, ben on se demande aussi de où ça vient, ces opinions-là, ou leur perception. Fait qu'on veut aller vraiment vérifier est-ce que l'origine de leur interprétation vient plus de leur expérience à eux? Est-ce que ça vient de lectures qu'ils ont faites de projets de recherche? Est-ce que c'est de la formation continue? Donc, on va essayer de comprendre
quelle information ils utilisent pour guider leurs soins. Et ça va nous aider, c'est sûr, à plus long terme, de pouvoir mieux développer des outils pour permettre aux cliniciens d'intégrer les résultats de la recherche. Donc, c'est un gros défi en recherche et qu'on fait des projets, mais ça se rend pas nécessairement facilement jusqu'à la pratique des cliniciens. Fait qu'on veut mieux comprendre comment ils utilisent l'information et pouvoir adapter la façon qu'on va transmettre l'information là, dans les années à venir. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Donc, merci beaucoup. Puis en même temps, j'en profite là, pour remercier les participants qui permettent de faire ces projets-là. Ça demande beaucoup de temps. Puis ils permettent de partager de l'information là, très, très enrichissante.